Bonjour Catherine MacGregor, merci d'être avec nous. Bonjour Patrick Martin, merci d'être aussi avec nous. Vous avez tous les deux écouté en tous les cas ce qu'a dit Roland Lescure, c'est une force. Il faut faire de nous la puissance électrique, la première puissance électrique de l'Europe, la première puissance électrique, voire du monde. La question c'est évidemment, est-ce que c'est un avantage compétitif pour vous, Catherine MacGregor, pour Engie, pour EDF et pour d'autres, mais aussi, évidemment, pour les entreprises et l'industrie française, parce qu'on verra bien, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Catherine MacGregor, peut-être une première question. Est-ce qu'on peut faire un point à date de où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour poursuivre ce que disait à l'instant le général Paloméros, ce qui se passe au niveau, on voit que rien n'est encore résolu. Est-ce qu'on peut faire un premier point à date? Alors, en ce qui concerne la crise énergétique liée bien sûr à la situation en Iran, la situation est évidemment très fluide. C'est avant tout d'ailleurs une crise plutôt du marché pétrolier, des produits raffinés et effectivement également du GNL, donc du gaz liquéfié, avec évidemment des répercussions en Europe. On a vu le prix du gaz en Europe augmenter assez significativement, mais pas du tout au niveau qu'on a pu observer en 2022. Et aujourd'hui, on est en train de remplir les stockages de gaz, on se prépare pour l'hiver prochain, tout se passe plutôt normalement, un petit peu moins bien, enfin, on a des niveaux un petit peu en deçà par rapport à l'année dernière, mais dans les normes historiques. Donc c'est plutôt relativement rassurant. On s'attend quand même toujours, compte tenu de la volatilité de la situation géopolitique, à de la volatilité dans les marchés du gaz. Donc, disons, à suivre. Après, je pense que ce qui est vraiment important, c'est pourquoi on se focalise tellement sur le marché du gaz. C'est parce que c'est un marché qui est important, évidemment, mais surtout, il était très connecté au prix de l'électricité. Et ce qui est formidable maintenant, c'est qu'on a vu, on observe, dans un certain nombre de pays en Europe, une déconnexion entre ce qui se passe sur les marchés du gaz et sur ce qui se passe sur les marchés de l'électricité. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On le voit en Espagne, on le voit au Portugal et bien sûr en France, pays qui ont mis en œuvre des investissements significatifs pour décarboner leur production. Le nucléaire, bien sûr, ici en France, le renouvelable en France, en Espagne et au Portugal. Et quand on le fait, ça marche. Et ce que je trouve très intéressant dans la crise aujourd'hui, c'est que je trouve que les gouvernements, enfin, tirent les bonnes conclusions de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. En 2022, il y avait une multitude de problèmes. Il y avait le problème du gaz russe, il y avait le problème aussi de parcs nucléaires qui étaient un petit peu en deçà de sa production, il y avait un problème sur l'hydro. Donc on avait plusieurs crises en même temps. Donc la conclusion de dire il faut plus électrifier, il faut continuer à se décarboner, elle n'était pas évidente. Et je trouve qu'on a peut-être manqué une opportunité à ce moment-là d'avoir un message très clair en termes de conclusion. On a beaucoup parlé de diversification, ça c'était important et on l'a fait. Mais aujourd'hui, quand vous regardez au niveau européen, moi je siège à Eurélectrique et donc je suis très en prise. Voilà, je suis vice-présidente de Eurélectrique et donc je suis très en prise avec ce qui se passe. Et aujourd'hui, ces conclusions, elles sont enfin tirées. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc il faut décarboner. Et dans la décarbonation, évidemment électrifiée avec rapatrier de la production locale. Et quand on le fait, on voit vraiment, vraiment la différence. Quand vous regardez aujourd'hui en Europe, vous avez effectivement des pays où l'électricité reste très chère. Et souvent, ce sont des pays où la production d'électricité dépend encore beaucoup du gaz. L'Italie, par exemple, aujourd'hui dépend du gaz à hauteur de 50%. Et ça se voit. Et c'est d'ailleurs pas une surprise que les industriels italiens ont écrit une lettre la semaine dernière en disant qu'il faut absolument accélérer le développement des renouvelables parce qu'enfin, ce lien entre électricité décarbonée et compétitivité et puis immunité par rapport à cette volatilité importée, parce que c'est ça, le fossile importé, ça vous met dans les mains de fournisseurs extérieurs. Et donc ce lien-là, il est fait et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Juste avant de passer la parole à Patrick Martin et Catherine MacGregor, alors selon vous, quel est le bon mixte justement pour être compétitif? Parce que c'est ça qui intéresse Patrick Martin. Quel est le bon mixte selon vous? Alors, cher Patrick, mais tu m'as entendu lundi en parler, le mix énergétique, c'est effectivement un mix déjà où l'électricité prend une part beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc il faut augmenter l'électricité
dans le mix énergétique final. Après, évidemment, l'électricité ne va pas tout faire. Jusque, disons, on parle de 50%, ce qui pour la France correspondrait à peu près à un doublement. En Europe, on part d'encore plus loin parce qu'en Europe, en fait, on est en dessous de 25%. Donc, il y a vraiment un travail à faire très important d'électrification. Après, évidemment, on ne va pas pouvoir tout électrifier. Et donc, là, on va activer tous les leviers, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid. C'est un sujet qui, évidemment, nous paraît aujourd'hui très, disons, pertinent. Les réseaux de froid, parfois des solutions de géothermie, des solutions de biomasse. Et puis, bien sûr, le gaz décarboné. Et vous connaissez ma passion pour le biométhane. Ce n'est pas le sujet de cette table ronde, mais très important aussi d'activer le levier du biométhane et des gaz verts, parce qu'encore une fois, on ne va pas pouvoir tout électrifier. Alors après, pour l'électrification, le mix qui soutient l'électrification, là encore, sans surprise, je vais vous parler de l'ensemble des leviers qu'il faut activer. Donc évidemment, s'appuyer sur le nucléaire en France, c'est une chance, mais le nucléaire ne peut pas faire tout. Et donc, il faut le compléter avec les renouvelables terrestres, les renouvelables, bien sûr, offshore, les solutions de stockage qui sont très importants. On est un petit peu en retard en Europe. Ça commence enfin à décoller, mais solutions de stockage par batterie. Bien sûr, le stockage hydro, qui est une solution qui existe et qui est formidable. Et puis aussi quelques centrales à gaz qui vont rester pour apporter la flexibilité au système. Donc voilà un petit peu le mix idéal électrique qu'il nous faut développer. En France, on a une chance formidable avec un parc nucléaire qui fonctionne en plus très bien, et bravo aux collaborateurs d'EDF parce qu'ils font un travail formidable par rapport à 2022 où on a une production qui marche très bien. Il va falloir pérenniser cette filière à l'avenir, construire des nouveaux nucléaires et bien sûr avancer dans les renouvelables parce que les renouvelables sont très importants et nous permettent d'apporter des électrons bon marché, décarbonés et assez rapidement. Est-ce que la PPE telle qu'elle a été définie, est-ce qu'elle inclut, voilà, je cherchais le bon mot qui ne soit pas difficile, est-ce qu'elle inclut votre mix idéal, votre mix énergétique idéal, ou pas complètement? Dans les principes, ce qui est vraiment important déjà, c'est qu'elle a le mérite d'exister. On a besoin d'une politique énergétique et j'allais dire, il faudrait vraiment pérenniser. Alors moi, je ne suis pas tellement sûre, est-ce qu'il faut 18 ou 18,5? Je trouve que parfois, on passe beaucoup trop de temps et d'énergie à essayer de définir l'objectif à long terme, au gigawatt et parfois même au mégawatt près. Je trouve que ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'il faut activer tous les leviers, avoir cette ambition-là, pour le coup, ancrée, imprimée dans le marbre et qu'on ne va pas remettre en question tous les 5 étés ou toutes les 5 semaines. Cette visibilité, elle est hyper importante parce qu'un point que les gens n'ont pas forcément à l'esprit, c'est que c'est ça qui permet de faire baisser le coût du capital des projets. Alors, c'est un terme un peu technique, le coût du capital, mais c'est quand même ce qui, au final, permet de déterminer le prix de l'électricité que vous allez vendre à vos clients. Et donc, plus vous pouvez baisser le risque des projets, plus vous pouvez donner de la visibilité à l'investisseur, et plus on aura une électricité bon marché, décarbonée, et d'où les sujets, bien sûr, de souveraineté qui sont très importants. Patrick Martin, vous avez écouté ce que vient de dire Catherine MacGregor avec des propos plutôt assez rassurants. Est-ce que vous êtes rassuré? Je sais qu'hier, vous avez fait des propositions pour éviter le déclassement de la France. Vous avez dit des propositions assez chocs, notamment sur la question du salaire brut, des charges sociales, du financement de la retraite. Évidemment, c'est pas ça qui nous, ça nous intéresse, mais c'est pas l'objet de cette journée aujourd'hui. Est-ce que pour vous, lorsque vous entendez les propos de Roland Lescure, de Christian Buchel, de Catherine MacGregor, vous dites, pour nous, on a vraiment là un avantage compétitif, ou vous estimez que ce n'est pas encore le cas? Moi, je salue le choix du thème, le choix du sursaut. Ça vaut en matière énergétique, ça vaut d'une manière générale. Je pense que passé la période importante de prise de conscience, on a encore peut-être beaucoup plus que d'autres les moyens de nos ambitions et de réussir ce sursaut. Je rejoins complètement ce que tu as dit, Catherine. Le fait que la PPE existe avec toutes ses imperfections, quelques zones d'ombre, en particulier quant au prix auquel on pourrait aboutir les ménages, les entreprises en matière énergétique, ça nous apporte quand même un élément de visibilité et de stabilité. C'est ça qui fait cruellement défaut dans beaucoup de matières, je dirais, à l'heure actuelle. Et puis par ailleurs, et ça je dirais que c'est à l'honneur du Premier ministre, on est tant bien que mal sorti d'un débat
qui, comme beaucoup d'autres en France actuellement, est devenu complètement passionnel, dogmatique, idéologique et en même temps très tactique, je veux dire par là très politicien. C'est assez frappant de voir que sur ce sujet de l'énergie, mais ça peut l'être sur l'immigration, ça peut l'être sur les traités de libre-échange et dans bien d'autres domaines encore, finalement les formations politiques ou les candidats assez nombreux, se positionnent non pas en fonction, je caricature un peu, mais non pas en fonction d'une conviction, d'une analyse en amont de la conviction, mais en fonction des positionnements qu'ont leurs concurrents. Donc à un moment donné, ça nous éloigne d'un impératif, je dirais, de rationalité, d'objectivité. C'est donc en ça que nous, avec ce qu'on a présenté hier, Cartes sur table, on essaie de contribuer à cette objectivation d'un certain nombre de grands dilemmes, de grands défis. Dieu sait si l'énergie est un défi essentiel. Et donc, je finis là-dessus. Nous, on est parfaitement conscients que, bien sûr, en termes de souveraineté, mais également en termes de compétitivité, en termes d'impérative décarbonation, ce sujet de l'énergie est absolument central. Tant mieux qu'il soit pris en compte, tant mieux qu'on ait d'une part des grands champions mondiaux, mais par ailleurs, ça a été évoqué, un foisonnement, une effervescence de start-up. C'est vrai dans différentes matières. Quand on va à Vivatech, quand on va sur le militaire Eurosatori, quand on va dans un certain nombre de manifestations autour de l'énergie, on voit qu'il y a un talent singulier en France. Alors, c'est pas exclusif, mais on est armé pour le sursaut. Armé pour le sursaut, d'accord. J'entends votre message. Cela dit, lorsque vous interrogez des ETI, des chefs d'entreprise, je ne parle pas forcément des grands, mais c'est très difficile parce que cette décarbonation, elle coûte cher, surtout dans l'industrie. Je rappelle que vous êtes un industriel. Vous êtes accessoirement président du MEDEF, mais vous êtes un industriel. La décarbonation, que ce soit un four, ça coûte très, très cher. Est-ce que vous estimez, c'est la question que j'aurais voulu poser au ministre, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment d'aide de l'État? Nous, on ne cherche pas les aides de l'État. Ça nous est suffisamment reproché, alors autant évacuer ce raisonnement. Fiscalité. Que de vouloir chercher des aides, c'est ce qui nous est reproché. Moi, je pense que la priorité absolue, c'est d'avoir un cadre stable et de longue durée. A fortiori quand on parle d'énergie, parce que ça engage c'est une industrie lourde, hein, alors pour les producteurs a fortiori, mais pour les utilisateurs, les consommateurs, enfin un ménage n'achète pas une pompe à chaleur ou quand il le peut encore une chaudière gaz pour la changer un an après, hein, y compris à cette échelle-là, ce sont des investissements lourds, donc ce sont des choix qui doivent être éclairés. Alors en tant que consommateur, nous donc ne sont pas exactement des aides dont on a besoin, c'est d'une lisibilité, d'une prévisibilité et d'une stabilité, et puis qu'on prenne mieux en compte, ça relève beaucoup de l'Union européenne, qu'on prenne mieux en compte l'état des forces en présence. Ça renvoie immanquablement à un certain nombre de dispositions dont on partage l'inspiration, mais dont les modalités, les calendriers ont été trop souvent assez mal conçus. Par exemple, la taxe carbone aux frontières, le quid des ETS, enfin un certain nombre de dispositifs qui sont très structurants. Et donc, il y a une impérieuse nécessité, mais là aussi, il y a un sursaut en cours, hein, je parle de l'Europe, une impérieuse nécessité à ce qu'on associe mieux les agents économiques, les entreprises au premier chef, à l'élaboration de ces dispositifs. On le voit caricaturalement dans le cadre du débat sur la préférence européenne, où il y a des sensibilités diverses d'un pays à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, mais de sorte que peut-être en y passant un peu plus de temps, en cédant moins à l'émotion et à la démagogie, on s'accorde sur peut-être certainement s'agissant d'énergie, avec des différences d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne, mais qu'on s'accorde sur une stratégie et qu'on se tienne à cette stratégie. Vous avez on parlait de compétitivité, parce qu'évidemment, d'abord, c'est le thème de cette table ronde, mais tout à l'heure, Catherine MacGregor, vous avez parlé du prix de l'électricité au niveau européen. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit bien, on le verra tout à l'heure à l'occasion de la table ronde avec les candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants, certains disent qu'il faut remettre en cause les règles du jeu du marché européen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que vice-président de Réélectrique ou patron d'Engie? Oui, alors, sans surprise, hein, je vais presque paraphraser notre ministre Roland Lescure. Mais oui, le marché européen de l'électricité est une force formidable pour l'Europe et pour la France.
Il nous permet de bénéficier d'un réseau d'infrastructures connectées, ce qui nous permet parfois, quand les situations sont plus compliquées dans un pays, d'importer ou d'exporter. Il y a un marché intégré avec des règles communes qui favorisent les investissements, qui favorisent la concurrence aussi. Et ça, c'est important parce que moi, je suis assez convaincue que la concurrence, ça permet de faire baisser les coûts, tout simplement. Surtout quand ce marché lui-même est régi par un système de coût marginal. Alors, c'est... bien sûr, vous connaissez ça par cœur, mais le coût marginal, ça permet quand même concrètement d'appeler à chaque fois le moyen de production qui coûte le moins cher à produire. Et donc ça, globalement, c'est ça qui permet de faire baisser les prix de l'électron dans la mesure où vous avez suffisamment, bien sûr, de ces moyens de production qui ont été développés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui marche bien et qui nous semble, à notre avis, très dangereux de dénoncer. Surtout que ce système, il a été complété parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'un système qui n'est que basé sur le coût marginal peut créer des effets de bord et par exemple limiter le développement des moyens de stockage. Moyens de stockage, c'est très difficile à faire uniquement sur ces règles de marché et donc on vient les compléter avec des mécanismes que l'Europe a décidé dans le cadre de son market design. Pardon, je suis un petit peu techno, mais c'est important de comprendre qu'il y a le coût marginal, il y a également des mécanismes type CRM, type CFD. Donc tout ça, ce sont des mécanismes, des outils. On a une espèce de boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il y a des mécanismes qui permettent de donner des signaux d'investissement dont on a besoin pour développer des batteries, des moyens de stockage, pour soutenir des très gros investissements par rapport les AO10. Là, le ministre en parlait tout à l'heure. Nous, évidemment, on se réjouit qu'on va pouvoir enfin continuer à développer des projets éoliens offshore. On a besoin de mécanismes type CFD et ça, les règles du marché européen le permettent à travers ces mécanismes de soutien à l'investissement. C'est des mécanismes de soutien qui permettent de donner la visibilité. On revient toujours à ça. Quand vous allez dépenser plusieurs milliards sur un investissement, vous avez besoin d'avoir un petit peu de visibilité sur le prix de l'électricité, d'où ces mécanismes qui viennent compléter le système de coût marginal. Donc oui, moi je suis effectivement profondément européenne, mais je ne parle pas du point de vue personnel, je parle d'un point de vue bénéfice pour le marché énergétique, pour le marché de l'électricité, c'est très important. Et peut-être le troisième point, pour finir, c'est qu'il y a en Europe une complémentarité dans les ressources naturelles et dans les filières. Donc on a évidemment certains pays qui ont cette force nucléaire. Il y a également des pays qui bénéficient de ressources de vent, des ressources solaires. Et donc comme on peut et comme on les développe dans chacun de ces pays, on arrive à les connecter et tout le monde en bénéficie. Mais en même temps, on a des politiques énergétiques très différentes. Donc parfois, on se dit que c'est un peu difficile d'avoir une politique énergétique européenne. Mais justement, je trouve que c'est très important que la politique énergétique donne le cap. Et ensuite, effectivement, chaque pays a ses ressources, sa force, parfois des convictions. Et dans la mesure où il participe au développement de moyens de production décarbonés, avec cette notion de concurrence et de compétition et de coût qui est très importante, parce qu'il faut bien faire baisser le prix de l'électron, je pense que c'est, comme on dit, fair game. Et il me semble que c'est un marché qui donne ses fruits. Après, le point aussi très important, c'est que l'avantage d'avoir des règles très claires qui ne changent pas, c'est ce qui permet l'investissement. Ouais, c'est toute la difficulté. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui aurait une meilleure idée, et Dieu sait si régulièrement les gens se posent la question, est-ce qu'il y aurait une meilleure idée ? Je pense qu'à ce moment-là, ça serait le meilleur moyen d'arrêter tout nouvel investissement en Europe sur l'énergie. Si vous leur dites, on va peut-être changer les règles du jeu, mais on ne sait pas quelles vont être ces règles du jeu. Ça, c'est juste absolument un coup d'arrêt pour tout investissement. Donc le marché européen, il faut le préserver. Il marche plutôt bien. On reviendra sur les niveaux de prix. Patrick Martin. Non, vous voyez... c'est pas uniquement parce que le MEDEF et son honneur compte dans ses rangs tous les grands énergéticiens qui sont devenus assez polyvalents, mais qui quand même sont assez marqués en termes d'origine, que je tiens ce propos. C'est vrai d'une manière générale. Nous, on est vraiment pour la neutralité technologique. Et je pense que c'était une grande erreur de la part de la France, encore plus de l'Europe, que de vouloir faire du micromanagement en quelque sorte. Ça veut dire quoi ? Je rappelle que il y a il y a le cas emblématique des motorisations automobiles, souvent en réaction d'ailleurs à des événements ou en surréaction à des événements. Enfin, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, au titre de la taxonomie, l'Europe s'apprêtait à interdire le financement d'unions
nucléaire et au passage. C'est la question que j'allais poser après à Catherine MacGregor. Oui. Donc ce dont on est demandeur, et on s'applique à être acteur au-delà d'être demandeur, c'est d'objectifs partagés, ambitieux, parce qu'il y a des périls qui sont là, on en est parfaitement conscient. Il y a une singularité européenne, il faut l'assumer, mais qu'ensuite on laisse les acteurs privés beaucoup plus libres de leur mouvement et qu'on fasse beaucoup plus confiance dans les avancées technologiques et l'innovation. Et il me semble qu'il y a un début d'amorce de virage de la part de l'Union européenne pour aller dans ce sens, parce qu'elle prend quand même un peu conscience que sur toutes sortes de réglementations ou législations, ça a été CSRD, CS3D, Green Deal, j'en passais des meilleurs, elle est donc allée trop loin dans comment dire, les impératifs, y compris technologiques, mais c'est vrai en matière de finance, qu'elle a pu poser. Et c'est Gulliver empêtré à un moment donné. Donc moi, je vais vous dire une chose épouvantable. À ce jour, je suis plus confiant dans l'évolution de l'Europe que dans l'évolution de la France. Mais comme on est européen, ça tombe bien. Catherine MacGregor, je petite précision à demander. Oui, non, je confirme ce que tu dis, Patrick. Je pense qu'il y a eu une vraie évolution du point de vue de la Commission. Nous, on l'a vu chez Eurélectrique, où il y avait... Oui, mais ça a duré combien de temps? Vous vous rendez compte, le temps ça a perdu. duré beaucoup de temps. Le temps perdu. Ça a duré beaucoup de temps, vous avez raison. De toute manière, l'Europe est souvent trop lente, on le sait. Alors parfois, ça a des avantages, parce que du coup, ça nous donne une certaine forme de stabilité. Et aujourd'hui, dans ce monde, ça aussi présente quelques avantages. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous, on le voit, et Christian, tu en es témoin, voire un acteur engagé sur les sujets d'électricité. Il y a une vraie neutralité technologique au sein des acteurs. Et en fait, ça change tout, en fait. Avant, on était quand même dans des débats très technocrates et un petit peu dogmatiques, avec des pays qui poussaient pour une technologie ou l'autre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie capacité de s'élever au-delà même de ces convictions, j'allais dire presque nationales ou personnelles, pour dire on y va. Tout moyen décarboné de produire de l'électricité est bon à prendre. Et je trouve que cette dynamique, elle est excellente et encore une fois aidée par les crises successives malheureusement que nous avons vécues. Et je pense que cette prise de conscience, elle est là pour rester. J'espère, contrairement à ce qui a été peut-être mentionné tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que ce train-là, il est quand même bien en marche et qu'on ne va pas revenir en arrière si, par exemple, les prix du pétrole ou les prix du gaz redescendent. Voilà. Un des arguments, notamment du Rassemblement national, alors même s'il a fait évoluer un peu sa position, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Philippe Tanguy, qui est le représentant du Rassemblement national, mais le fait de vouloir sortir du marché européen, c'était pour eux une manière de dire il faut faire baisser les prix, la facture de l'électricité pour les Français, en termes de pouvoir d'achat, et puis pour les entreprises. C'était ça un des arguments. Est-ce que vous ne le reprenez pas à votre compte, Patrick Martin? Est-ce qu'il ne faut pas baisser les prix de l'électricité? Si on peut baisser les prix de l'électricité tout en finançant les investissements massifs qu'on va devoir faire dans la production et dans la distribution, je parle des réseaux, évidemment oui. Je ne suis pas sûr que ce soit possible à brève échéance. Après, il y a le sujet de la fiscalité qui est hypersensible aussi dans l'état de nos finances publiques. Je suis modérément optimiste quant à la possibilité de baisser les taxes sur l'énergie, ou si c'est un jeu de bonne taux, on en enlève d'un côté, on en met de l'autre. Bon, tout ça va être, en termes de rationalité économique, va être assez perturbant, et puis remettre en cause des investissements lourds. Je parlais d'industrie lourde tout à l'heure, qui forcément peuvent être très destructeurs. Donc on regarde ça de très près. Après, les débats entre les formations politiques, ou à l'intérieur d'ailleurs des formations politiques, on laisse décanter pour l'instant. Mais on apporte quand même notre contribution à ces débats. Je reviens à l'Union européenne. Je pense que, et Christian y a été largement associé, il a même été moteur, l'alliance qu'on a créée des patronats nucléaires, pro-nucléaires, ça a pesé. On a même embarqué des pays dont les gouvernements eux-mêmes n'étaient pas pro-nucléaires. Alors, ce n'était pas contre d'autres énergies, c'était précisément au moment où la taxonomie s'apprêtait à interdire le financement du nucléaire qu'on a réagi ainsi et qu'on a pris le lead. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une période très exigeante, assez confuse, avec beaucoup de contraintes qui nous échappent, géopolitiques. Et on n'a plus que jamais nécessité, nous, entrepreneurs, avec la rationalité, la bonne foi, le sens du temps long qui sont les nôtres, à être très partie prenante dans ces débats publics, parce que on est
est évidemment infiniment respectueux de la démocratie politique, mais l'expérience démontre, y compris ces derniers temps, que si on n'apporte pas ce bon sens en définitive, hein, et j'insiste, ce sens du temps long dans le débat, on risque de s'égarer. Donc voilà, moi c'est bien que le moins que je puisse faire en tant que président du MEDEF, mais d'être assez vocal, d'inviter les uns et les autres à être assez vocaux, chacun avec ses intérêts, sa sensibilité, c'est dans l'ordre des choses et c'est très bien, ça enrichit le débat, mais ne laissons pas le champ libre à des gens qui trop souvent sont approximatifs, dans le meilleur des cas, sont dogmatiques et dans des postures pour d'autres. Juste une question, alors c'était plus évidemment avec EDF qu'avec Engie. Est-ce que les industriels, vous avez trouvé un accord sur un accord long terme avec les électriciens, vous industriels? Ne serait-ce que légalement, moi, je n'ai pas m'immiscer dans des négociations qui, s'agissant en particulier des électro-intensifs ou hyper-intensifs ou énergo-intensifs, relèvent de la négociation commerciale privée. Hein. Si je peux me permettre, il y a de la concurrence, Edwige, sur le marché aval en France. Et donc, nous aussi, on signe beaucoup de contrats avec les industriels. Mais vous inquiétez pas, j'allais enchaîner. Mes équipes qui s'agitent là et qui disent comment ça. Non, mais un peu juste pour sourire un peu, mon amie, parce que j'oublie pas qu'elle était présidente du patronat italien et du patronat européen, Emma Marcegaglia, pour qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration, un jour m'a pris à partie, très aimablement, en me disant « Patrick, à quel prix est-ce que je peux négocier pour mon implantation à Fos ?» Alors j'avais une vague idée du prix auquel elle pourrait prétendre, parce qu'il y avait eu un précédent à l'autre bout de la France quelques jours auparavant. Mais je lui dis « Emma, quand bien même je saurais quel est le bon prix, ou en tout cas celui auquel tu peux accéder, je m'interdirais de te le donner, parce que ce n'est pas mon rôle, c'est dangereux, et puis je n'ai pas à me substituer à ton interlocuteur. Ça relève de la négociation commerciale. Mais ça n'enlève rien au fait qu'évidemment, le prix de l'énergie, la disponibilité de l'énergie, la décarbonation de l'énergie sont des enjeux existentiels pour nos entreprises. Et je rejoins assez ce qu'a dit Roland Lescure tout à l'heure. On a les fondamentaux, on a les ingrédients. Après, il faut qu'on sache orienter vers cette stratégie énergétique les moyens. Et là, je suis un peu plus inquiet. Quand le Premier ministre fait un certain nombre d'annonces, en l'occurrence sur l'IA, mais l'IA, c'est un sujet énergétique, en bonne mesure, hein, et qui dit on va mettre 655 millions. Moi, je dis bravo. Mais quand auparavant, je discute avec Arthur Mensch, qui me dit, moi, je vais lever 3 milliards, je lui dis également bravo. Il me dit, oui, le problème, c'est que mon plus petit concurrent américain, dans le même temps, lève 30 milliards de dollars. Hein. Donc voilà, nous, on a cette responsabilité et cet intérêt, à vrai dire, à poser ces sujets-là, à les mettre dans le panorama, à les objectiver. Et je finis par une mauvaise boutade. Hein. Moi, quand je vois qu'à l'Assemblée, c'est sale comble quand M. Zuckman ou quand M. Aloncle s'exprime et qu'il y a 3 parlementaires, quand Arthur Mensch vient s'exprimer, je me dis, il y a du chemin et on a vraiment un devoir de pédagogie. Alors, il y en avait qui étaient en ligne. Voilà, ça a été la réponse de l'Assemblée nationale. Vous vouliez, Catherine MacGregor, vous avez trouvé, vous, des accords avec les industriels? Est-ce que vous en avez trouvé? Est-ce qu'aujourd'hui, les liens sont rétablis entre les industriels et les énergéticiens? Non, mais de mon point de vue, on n'a jamais rompu les liens avec nos clients. Les industriels sont des clients très importants. Et c'est vrai que je pense que, et là je m'éloigne peut-être un peu que du sujet franco-français, mais je pense qu'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui parmi le secteur de ce qu'on appelle les utilities, donc les électriciens notamment en Europe. Hein, c'est que à un moment il se passait ce truc qu'on va décarboner, on va faire ce qu'on doit faire, et puis un petit peu malgré tout. Et en fait, on a réalisé que cette décarbonation, elle ne pouvait pas se faire sans les industriels, parce qu'une manière finalement d'atteindre ces objectifs climat, hein, c'est d'arrêter toute activité industrielle. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'approche des énergéticiens en général, c'est vrai d'Engie, mais je crois que c'est vrai de l'ensemble des industriels, des énergéticiens, pardon, c'est vraiment de se dire comment on amène l'industrie avec nous et comment on arrive à faire des deals, à trouver des contrats qui sont acceptables pour nos clients. Donc là, ça demande évidemment de comprendre très précisément les besoins de l'industriel. Parce que quand on dit on fait un contrat d'énergie, on a l'impression que tous les contrats sont pareils. En fait, non. Quel est votre profil de consommation? Quelle est la flexibilité dont vous avez besoin? Est-ce que vous pouvez développer des moyens locaux pour effacer un petit peu
votre production et donc votre consommation? Est-ce que vous pouvez faire preuve de flexibilité? Et donc tout ça, c'est en fait une sophistication dans la contractualisation de l'énergie qui est en train de se passer, qui bien sûr, c'est formidable pour des énergéticiens comme nous, hein, je pense évidemment à EDF, mais aussi à Engie, et bien sûr, avec nos équipes d'énergie management, Total Energy, etc. Tous les énergéticiens ont vraiment quelque chose de très singulier à apporter qui va bien au-delà d'un contrat tout simple. Et c'est comme ça que, main dans la main, on va trouver des solutions pour faire baisser le coût total de l'électricité, de l'énergie, bien sûr, quand il s'agit du gaz, pour l'industriel. C'est à chaque fois des solutions un petit peu complexes, un peu compliquées, mais on a l'expertise en France et en Europe pour accompagner ces industries dans la décarbonation. Donc on n'est pas du tout, c'est quoi le prix d'un contrat Non, chaque contrat maintenant est un petit peu différent. Et moi, je crois beaucoup, bien sûr, à la flexibilité, puisque je vois Marianne qui est ici dans la salle. On est tous d'accord qu'il va falloir qu'on développe beaucoup les réseaux. Mais il ne faut pas surdévelopper les réseaux parce qu'on va avoir un problème de coût, un problème de faisabilité. Donc, il va falloir aussi activer ce fameux levier de l'efficacité énergétique, ce levier, bien sûr, de la flexibilité pour rendre l'ensemble du système abordable. Hein. Et on réfléchit beaucoup système dans un groupe comme Engie, forcément parce qu'on est assez intégré. Donc, il s'agit bien sûr de développer des moyens de production, mais d'accompagner la demande. Et ce n'est pas juste un contrat aussi simple. C'est vrai. Et c'est passionnant. Vous devenez gestionnaire de réseau depuis votre grosse acquisition, méga acquisition à Londres. Absolument, c'est pour ça que je regarde Marianne. Voilà. C'est pour ça que je regarde Marianne. Parce vous devenez concurrent en fait avec Enedis. Pas concurrent, puisque évidemment on n'a pas du tout la même zone géographique. Effectivement, on a fait une grosse acquisition d'une valeur de 18 milliards d'euros environ, valeur d'entreprise. Et donc c'est un mini, je ne sais pas si on peut dire un mini, parce que c'est quand même assez gros, puisque ça sert Londres, toute la région de Londres et tout le sud-est de l'Angleterre. Et donc on est devenu un distributeur électrique. Et on est très content et ça illustre bien le chemin d'Engie. Hein. On est effectivement gazier et électricien et la croissance aujourd'hui c'est plutôt dans l'électricité, donc on pivote et c'est formidable. Toute dernière question peut-être pour vous, Patrick Martin, si vous aviez, non pour les deux, tiens, si vous avez juste, il nous reste 30 secondes, si vous aviez je sais pas, un souhait, une volonté à faire, qu'est-ce que serait, on oublie toutes les réglementations européennes, françaises, qu'est-ce qu'il faudrait, évidemment, dans cette logique électrique Non, mais pardon, je me répète. Un souhait qu'on ait un cadre stable. Voilà, qu'on ait un cadre Et est-ce que là, vous considérez qu'il y a des progrès qui sont faits? Bien sûr, c'est pour ça que je saluais tout à l'heure la PPE, dont les objectifs sont ambitieux, mais me semble-t-il réalistes, à notre portée. Mais derrière, il ne faut pas que, comme trop souvent, on parle pour ne rien dire. C'est-à-dire que derrière, ça exige de tous les acteurs économiques des investissements. Et on ne va pas en permanence faire de la godille ou poser le crayon en se disant ce qui va aujourd'hui ne le sera probablement pas demain. Parce que là, on passe à côté de l'histoire. Moi, je suis convaincu qu'on a une fenêtre de tir incroyable en France, singulièrement, en particulier liée à l'énergie. Donc, raison supplémentaire pour qu'on s'accorde et qu'on mette en face les réglementations, un cadre stable, lisible, prévisible et les moyens qui vont avec. Oui, juste, on voit bien que l'offre, elle est là. Le problème, c'est la demande. Il faut électrifier le pays, donc évidemment les différents plans d'électrification. Mais il faut suivre. Si on prend par exemple la question des véhicules électriques, on s'est félicité, le ministre s'est félicité, évidemment, avec la R5, c'est formidable, c'est construit en France et tout. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt les véhicules électriques, c'est une déferlante chinoise. Est-ce qu'il faut l'accepter, quitte ensuite à revenir avec des technologies qui seront prêtes, mais il faut l'accepter pour pouvoir électrifier le pays. Vous voyez, jusqu'où faut-il aller dans l'acceptation? Je crains qu'il faille l'accepter. Je crains qu'il faille l'accepter, mais pas capituler pour autant. Je veux dire, ça n'a de sens. C'est comme les barrières douanières. Ça n'a de sens que si en parallèle, pour la faire courte, on implémente le rapport Draghi. C'est-à-dire qu'on se mobilise beaucoup plus en matière d'investissement, en matière de simplification, en matière d'innovation, en matière de compétences et de formation pour le plus vite possible se remettre sur un pied d'égalité, le cas échéant même prendre de l'avance sur nos grands compétiteurs mondiaux. Mais pardon,
Donc il faut réparer, il faut corriger un certain nombre d'anomalies, d'erreurs en définitive, de la part des pouvoirs publics. Mais par ailleurs, je dirais que c'est une raison supplémentaire pour ne pas provoquer de nouvelles erreurs. Et donc, qu'est-ce qui fait défaut dans un certain nombre de réglementations au sens générique du terme? C'est qu'elles ont souvent été conçues dans la précipitation, avec une part d'émotion en définitive, typiquement sur les moteurs thermiques, hein, mais ça peut être vrai sur l'énergie dans d'autres matières encore. Et donc, il y a une impérieuse nécessité que nos décideurs politiques prennent un peu de recul, fassent de vraies études d'impact. Oui. Pardon, je cite ce cas, climat et résilience, c'est la caricature du genre. Oui. Quand vous prenez la loi climat et résilience qui a été votée quasiment à l'unanimité, il n'y a pas d'étude d'impact, même pas environnementale pour une loi environnementale, a fortiori pas d'étude d'impact territoriale, sociale et économique. Ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que, y compris des gens qui, très sincèrement, aussi l'immense majorité de nos concitoyens, sont environnementalistes, ont fini par se braquer contre une loi qui avait été supposément élaborée pour eux. Donc, à un moment donné, il faut faire, comme aurait dit le général Palomar, des rétex. Des retours d'expérience. Des rétex, des retours d'expérience, d'accord. Catherine MacGregor, vous, si vous aviez un souhait. Oui, moi, mon souhait, hein, c'est effectivement c'est constance et continuité. Encore une fois, ça embarque énormément de conséquences. J'ai parlé tout à l'heure du coût du capital, mais on pourrait évidemment parler de l'établissement de filières. Et donc, ce cercle très vertueux, vous avez en fait une industrie qui émerge et qui contribue à développer le système énergétique de demain compétitif pour les industriels. Ce cercle vertueux, on sait le mettre en œuvre. Hein. Moi, j'aime bien ce projet un peu iconique là, de l'île Dieu-Noirmoutier que nous sommes allés inaugurer il y a 10 jours. On est vraiment dans cette réalité où il y a de nouvelles filières qui se mettent, qui naissent. Et donc, ces filières, pour vraiment qu'elles donnent tous leurs bénéfices, notamment les effets d'échelle, on a besoin de les inscrire dans la durée. Et donc, à un moment, et je vais revenir sur mon cheval de bataille, mais mettre dans le débat public ou même au Parlement une idée de moratoire sur les énergies renouvelables, vous imaginez ces filières, ces nouvelles usines de pales d'éoliennes au Havre, celle qui a été juste de Siemens, qui vient juste d'être agrandie. Vous imaginez quand on leur dit, mais en fait, on va arrêter tous les développements des renouvelables en France, on va faire une pause. Donc ça, c'est juste pas possible. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le lien avec le coût, il est direct. Parce que tout industriel sait qu'on a besoin d'effets d'échelle pour faire baisser les coûts. Et les effets d'échelle, vous ne les obtenez que si vous savez que votre production, elle va s'inscrire dans la pérennité. Mais pardon, c'est des évidences, c'est des poncifs, mais il faut parfois néanmoins les rappeler, d'où cet attachement que nous avons tous, hein, chacun à notre place, je crois, de constance, de continuité. On garde le cap et on laisse faire le marché. La concurrence est importante et c'est comme ça qu'on fait baisser les coûts et c'est comme ça qu'on arrive à faire des bons deals pour nos clients, les industriels. Je ne suis pas sûre que Bruno Retailleau, qui sera là dans une heure, sera complètement d'accord avec vous sur votre parc éolien sur l'île Dieu. Mais ça sera un autre débat, ça sera la question que je lui poserai. Je ne suis pas si sûre. Mais oui, posez-lui la question. Et on vous a donné quelques arguments. Absolument, tout à fait. Justement, allez, ça fera le lien, mais vraiment 30 secondes encore. Qu'est-ce que vous attendez de cette campagne présidentielle? Si vous aviez un message à leur faire passer, ils seront là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un message à leur faire passer? Alors, un message, allez à l'inauguration d'un projet comme celui de l'île Noirmoutier et vous verrez que tout bord politique, les élus, les citoyens qui bénéficient des retombées de tels projets ne sont plus du tout dans le dogmatisme. Je lui proposerai de votre part. Patrick Martin. Alors, 2 messages. Le premier, jouer à fond l'innovation, parce qu'y compris en matière énergétique, on a pris les pouvoirs publics ont pu prendre des options, souvent accorder des subventions considérables en pure perte sur des projets qui finalement ne correspondaient plus à l'état de l'art. Je pense à tel ou tel projet de Gigafactory dans le photovoltaïque. Et puis deuxième message, qui est le thème de notre REF de fin août, du courage. Alors on me dit le courage c'est suicidaire. Non, le courage n'est pas suicidaire. Ça n'interdit pas d'être intelligent, le courage. Donc du courage. Et voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci Patrick Martin, merci Catherine MacGregor.